Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de deuxième année de thèse sous la direction de Patrick Lambert et Alexandre Benoît. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rizlen Raoui, je suis doctorante en convention CIFRE holistique avec l'entreprise Urban Goods Company. Et pour présenter un peu mon parcours, assez classique, j'ai eu un bac S à Saint-Étienne, j'ai intégré une classe préparatoire et ensuite j'ai suivi le cursus ingénieur à Polytech Annecy-Chambéry dans la filière IAI. Et à l'issue de mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée en tant qu'ingénieur dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage et très vite, dans le cadre d'un projet de la boîte en R&D, est venue l'idée de faire une thèse sur ce sujet-là. Le titre de ma thèse, c'est Lecture automatique de tickets de caisse par vision embarquée par un téléphone mobile et interprétation par couplage d'un système de web sémantique. Le but en fait de la thèse, c'est tout simplement être capable de lire le contenu d'un ticket de caisse et d'en extraire les informations suivantes, à savoir le point de vente, la date et l'heure de l'achat, les listes des produits achetés et leur prix, et éventuellement les remises éventuelles. Ma présentation, elle va se faire en 3 axes. Je vais d'abord vous parler du contexte et des objectifs. Ensuite, je vous présenterai en fait la réalisation d'un premier prototype de ce lecteur de tickets de caisse qu'on a pu réaliser. Et enfin, je vous parlerai des approches deep learning qu'on envisage pour traiter ce problème. Pour le contexte, comme je l'ai dit en introduction, je suis en convention CIFRE et l'entreprise qui est à l'origine de ce projet, c'est la start-up Urban Goods Company, qui a été créée en juin 2012 par M. René Le Quennec et qui est située aux papeteries de Cran-Gevrier. En fait, le but de l'entreprise, c'est d'apporter des solutions Internet et mobiles pour améliorer en fait la relation entre les consommateurs et les distributeurs. Ce contexte-là, du fait qu'on travaille avec une start-up, nous impose une contrainte assez forte, qui est l'obtention rapide d'une solution qui fonctionne, puisque la start-up, pour survivre, elle a besoin de montrer ce dont elle est capable de faire. Voilà. Et un autre point sur le contexte plus personnel, en fait je suis une fausse deuxième année, puisque j'ai commencé ma thèse en mai 2014 et que j'ai eu un congé maternité qui a duré 5 mois, forcément on a pris un peu de retard. Les objectifs de la thèse du point de vue industriel, l'entreprise elle souhaite en fait connaître les habitudes des consommateurs pour récupérer toutes ces données et les fournir aux instituts de sondage tels que Nielsen et ERI, qui font des statistiques sur la consommation. Et aujourd'hui, ils ont une solution qui présente des inconvénients. En fait, la solution actuelle revient à recruter une communauté de consommateurs dites panélistes, en fait qui va s'engager à déclarer leurs achats. Et pour ce faire, en fait, ils sont munis d'une scannette comme on a au supermarché. Et en rentrant chez eux après leurs courses, ils vont scanner un à un tous les produits qu'ils ont achetés, remplir des formulaires pour justifier leurs achats, etc. Les solutions, elles coûtent, non seulement elle est chère pour les instituts de sondage, mais en plus, du coup, ils sont obligés de se limiter à un certain nombre de panélistes, qui n'est pas forcément représentatif de la population, la société de consommation. Et du coup, la tâche est fastidieuse. L'entreprise propose une solution qui serait d'offrir un service mobile à tout consommateur lambda. Et à travers ce service, récupérer les données nécessaires aux instituts de sondage, tels que Nielsen et ERI, pour pouvoir faire leurs statistiques. En fait, la solution envisagée revient en fait
transformer donc, les usagers des services mobiles en consommateurs panélistes. Et donc le moyen envisagé, ce serait de pouvoir lire automatiquement le contenu d'un ticket de caisse, puisque le ticket de caisse, c'est la preuve de déclaration d'achat faite par un consommateur. Alors, du point de vue scientifique, donc il y a plusieurs enjeux. Tout d'abord, c'est répondre à la demande industrielle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui existe pour ce problème-là. Donc il y a encore 2 ans, il y avait une application donc, qui s'appelait Skero, qui permettait justement de lire le contenu d'un ticket de caisse à partir d'une photo qui était prise par un mobile, donc exactement ce qu'on veut faire, sauf qu'elle était limitée à un certain nombre d'enseignes, notamment quelques enseignes alimentaires. Et donc les différents tests que j'avais effectués à l'époque, on avait un taux de reconnaissance qui ne dépassait pas les 60%. Il y avait pas mal d'erreurs au niveau de l'OCR et beaucoup d'incohérences au niveau des prix, etc. Et donc, tout récemment, on a appris que l'application a été abandonnée parce que le taux de confiance n'était pas suffisant pour pouvoir interpréter les données. Donc aujourd'hui, à nous de proposer une solution qui fonctionne. Et donc pour cela, on a plusieurs tâches. Donc la première, ce serait être capable de localiser donc, le ticket de caisse dans l'image pendant la prise de vue. Ensuite, localiser et faire la reconnaissance des caractères dans l'image. Et enfin, interpréter donc, les libellés courts, les libellés courts et ce, malgré les erreurs de CR. Donc par les libellés courts, en fait, c'est, j'entends la nomination en fait, des produits qu'on a dans les tickets de caisse, qui sont souvent sous forme abrégée par faute de place, et qui sont parfois difficilement interprétables. Comme par exemple cet exemple-là, PDM STW céréales, il faut être capable de deviner qu'il s'agit du pain de mie au sandwich, pour sandwich aux céréales. Pas forcément évident. Et ensuite, donc, comme moyen, on aimerait bien donc, utiliser le deep learning pour la compréhension d'images. Donc dans la compréhension d'images, on entend la localisation des différents blocs de texte dans l'image, donc à savoir le logo, la liste des produits, etc. Mais aussi comprendre le contenu textuel qu'on a dans l'image. Alors pour ce faire, on a envisagé donc, une chaîne de traitement en 4 étapes. Donc la première, c'est l'accompagnement de l'utilisateur lors de la saisie de l'image du ticket de caisse. Donc le but de cette étape, il est double. Tout d'abord, c'est faciliter donc, la tâche de l'utilisateur, mais surtout, cette étape doit nous permettre d'assurer une qualité d'image suffisamment correcte pour pouvoir faire l'analyse derrière. Donc la deuxième étape, c'est localiser donc, les blocs de texte. Commencer par une segmentation en bloc et puis une segmentation en ligne. Donc une fois que les lignes ont été segmentées, on ferait donc, la lecture automatique du ticket de caisse, donc la reconnaissance optique de caractères. Et enfin, une analyse sémantique pour interpréter donc, le contenu. Donc, déterminer donc, la date d'achat, l'enseigne et les produits achetés, etc. Donc, durant cette première année de thèse, on a réalisé à la demande de l'entreprise donc, un premier prototype, donc, à commencer par l'acquisition de l'image du ticket de caisse. Donc en fait, c'est un algorithme de détection de contours qu'on a adapté à notre cas, donc qui a été implémenté en C++. Et on a implémenté cet algo sur différents OS mobiles, donc Android et iOS. Et donc la détection, elle se fait en local sur le mobile. Une fois que le ticket est correctement détecté, c'est l'utilisateur qui va pouvoir déclencher l'acquisition. Donc on a quand même un contrôle humain derrière cet algo qui permet d'assurer quand même une qualité d'image assez correcte. Ensuite, donc, la détection du ticket dans l'image, pour cela en fait on utilise 4 détecteurs différents donc, pour chaque bord du ticket.
Donc ces détecteurs, ils sont, comme on peut le voir à l'écran, donc ils sont divisés en 3 zones. Une zone claire qui représente en fait le ticket, une zone sombre qui représente le fond de l'image, et une zone ici en vert qui représente la zone neutre. Donc en fait c'est pour assurer en cas de non-verticalité du ticket, on a une marge d'erreur dans laquelle on peut détecter le bord. Donc plus précisément, si on prend l'exemple du bord droit, on peut dire qu'un pixel appartient donc, au bord droit si donc, l'intensité moyenne de la zone 1, donc la zone du ticket, est largement supérieure à l'intensité moyenne des deux zones Z1 et Z3, mais aussi que la zone Z3, donc l'intensité de la zone Z3 est largement inférieure donc, à l'intensité moyenne des deux zones, et que dans la zone Z1, on a une certaine homogénéité. Donc cet algorithme, en fait, utilise, donc, on a mis en place, donc il y a 7 paramètres, met en jeu 7 paramètres. Donc ces 7 paramètres, on les a paramétrés donc, expérimentalement, qui nous permettent donc d'avoir un taux de détection, une performance de 83% au niveau du pixel. Donc on a 83% des pixels qui sont correctement détectés et 19% de fausses alarmes. Donc là comme ça, les résultats peuvent paraître pas terribles, mais sont largement suffisants pour notre cas, puisque l'acquisition elle se fait en temps réel. Donc on a quand même un contrôle de l'utilisateur qui pourra déclencher qu'une fois que l'acquisition est faite, c'est faite correctement. Donc largement suffisante. Donc rapidement, une petite démonstration en vidéo de l'algorithme de détection. Donc là, on voit que le ticket a été correctement détecté par un cadre vert et qu'on peut déclencher l'acquisition. Un deuxième exemple où au départ, le ticket est mal cadré, donc on incite l'utilisateur à recadrer le téléphone pour pouvoir faire l'acquisition. Et donc, pour l'anecdote, même Monsieur le Président a pu tester cette application de détecteur de tickets, donc, qui a pu scanner son ticket sans problème. Et c'est court, il fait ses courses à Auchan. Donc ensuite, une fois que le ticket a été détecté, il est envoyé donc, dans un serveur pour en faire l'analyse à distance. Donc tout d'abord, on fait une binarisation adaptative de l'image, et ensuite par une succession de projections verticales et horizontales, on va chercher à détecter en fait des marges blanches pour délimiter les blocs de texte. Donc on segmente l'image en blocs. Donc une fois que l'image est segmentée en blocs, on fait encore donc, des projections verticales pour segmenter chaque bloc en ligne. Et chaque ligne de texte est envoyée donc, à un OCR libre qui va faire donc, la reconnaissance de caractères. Donc là, on peut voir que le résultat de l'OCR n'est pas terrible, mais grâce à l'analyse sémantique, on va pouvoir corriger l'interprétation. Donc la troisième étape, c'est l'analyse sémantique, aujourd'hui qui a été largement développée par l'entreprise, donc par les experts chez Openwood. Donc, donc le but de cette étape aussi est double. Tout d'abord, c'est corriger donc, les erreurs d'OCR. Donc pour cela, on utilise la théorie des n-grammes avec une large base de connaissances pour calculer donc, les distances d'erreur, etc. Et ensuite, elle va permettre donc l'interprétation des contenus et surtout des libellés courts. Donc pour cela, on utilise des expressions régulières et on a commencé à construire une ontologie pour la classification des produits en fonction de leur libellé court. Donc rapidement, un petit résultat de l'analyse sémantique. Ouais. Un résultat de l'analyse sémantique, donc avec un texte qui a été océrisé par Tesseract, avec des erreurs assez fréquentes, par exemple un G qui a été interprété comme étant un 6. Donc l'analyse sémantique permet facilement de corriger ce type d'erreur.
Donc voilà, on a pu réaliser donc, un premier prototype complet de ce lecteur de tickets de caisse qui nous a permis de valider une démarche qui est cependant fortement sensible donc, à la qualité du ticket. Donc, il fonctionne bien dans des cas très favorables. Or, le ticket de caisse dans la vie réelle, en général, il est très mal conservé au fond de la poche, bien froissé. Et donc, d'où l'importance en fait de travailler sur la robustesse de ce prototype. Donc pour cela, on compte sur le deep learning. Donc une petite présentation du deep learning pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Donc c'est un réseau de neurones avec un nombre de couches relativement important. Donc avec une variété de nature de couches différentes. Donc on a des couches de convolution et de classification. Et du coup, pour entraîner ce nombre de paramètres importants, on a besoin d'une large base de données d'apprentissage. Donc en fait, le deep learning s'est révélé avec le réseau AlexNet, qui a gagné le concours ImageNet en 2012. Donc ce réseau, il est composé de 5 couches de convolution, avec entre chaque couche une couche de sous-échantillonnage. Et donc il se termine en fait par 3 couches 100% connectées, donc qui ressemblent donc, au réseau de neurones classique. Et donc ce réseau met en jeu donc 60 millions de paramètres, donc qui est assez énorme. Et donc pour régler tous ces paramètres, il a fallu donc une base d'images annotées de d'1,2 million d'images. Il n'est pas anodin. Donc avec le deep learning, on a eu déjà des premiers résultats donc, concernant la détection et la localisation des zones de texte. Donc pour cela, en fait, on a utilisé une solution qui a été décrite dans la bibliographie, donc dans un papier de Siezerman, donc qui décrit plusieurs réseaux qui ont une architecture assez proche. Donc ils ont donc 4 couches de convolution avec des tailles de filtres différents. Et entre chaque couche de convolution, on a une couche de sous-échantillonnage. Donc ce réseau, il met en jeu 2,7 millions de paramètres. Et donc, comment il fonctionne? Alors, quand on lui soumet une image, on définit en fait une fenêtre de taille 24-24 qui va parcourir l'image pour pouvoir classifier en fait le pixel central. Donc, au bout de la chaîne, on obtient en fait une map de la même dimension que l'image initiale, avec chaque pixel classifié. Alors, pour entraîner tous ces réseaux, donc, ils ont commencé donc, par entraîner un premier réseau, donc avec 4 couches de convolution, pour la reconnaissance de caractères, sans se soucier de savoir si c'est un caractère majuscule ou minuscule. Donc c'est le premier réseau qu'on voit tout en haut avec 37 sorties. Et à partir de ce réseau-là, ils ont décliné donc 3 autres réseaux en réentraînant simplement les 2 dernières couches. Donc c'est une particularité du deep learning, c'est qu'on peut facilement, donc à partir d'un réseau préentraîné, réutiliser un réseau pour d'autres tâches. Sans tout réentraîner en fait, en entraînant que quelques couches. Donc les autres réseaux qui ont été entraînés, c'est la reconnaissance de caractères, mais cette fois-ci en dissociant les caractères majuscules et minuscules. Un deuxième réseau pour la localisation des zones de texte, donc savoir si on a affaire à un pixel qui correspond à du texte ou pas. Et un 4e réseau pour la reconnaissance des couples de caractères. Donc là, on cherche à reconnaître 2 caractères qui se suivent. Donc quand on a testé ce réseau sans pré-entraînement particulier, donc voilà, on lui a soumis une image sans pré-traitement pour la localisation des zones de caractères. Donc on peut voir que le résultat est satisfaisant, puisque en fond bleu, c'est quand on a affaire à du non-texte, et quand c'est un peu plus clair, c'est qu'on a détecté des caractères.
Donc le résultat est assez satisfaisant. Et ensuite, pour la reconnaissance de caractère, ils utilisent une combinaison linéaire des 3 autres réseaux, donc à savoir la reconnaissance de caractère sans se soucier que si c'est majuscule ou minuscule, un deuxième réseau où là on différencie les majuscules et les minuscules, et le troisième où on cherche à reconnaître donc les couples de caractères. Et là, le résultat, on peut le voir sous forme d'une map, donc comme je le disais tout à l'heure, de la même dimension que l'image, avec un code couleur qui représente l'alphabet, tout simplement, pour la reconnaissance des caractères. Donc voilà. Alors, mes publications, donc on a pu simplement publier un article court cette année donc à la conférence RFIA, dû au fait au contexte, puisqu'on s'est consacré essentiellement à travailler donc, sur la première version du prototype à la demande de l'entreprise, et non seulement aussi dû à mes absences pour des raisons personnelles. Donc, voilà. En conclusion et perspective, donc on compte en fait développer 3 réseaux de neurones. Donc un premier réseau de neurones qui nous permettrait la détection de logos, sur lequel on a commencé largement à travailler. Donc en fait ce réseau va nous permettre de détecter l'enseigne du ticket, et qu'on aurait décrit au préalable un modèle de ticket en fonction des enseignes, ce qui nous permettra d'introduire un maximum de connaissances a priori pour le reste de l'analyse. Donc ensuite, on a un réseau pour la localisation et la classification des zones de texte. Donc on cherchera à retrouver l'entête du ticket, la liste des produits, la liste de leur prix, et puis le reste du ticket. Et un troisième réseau pour la reconnaissance de caractères. Donc ensuite, il va falloir continuer à compléter l'analyse sémantique, donc la création de l'ontologie produit, qui est assez conséquente du coup, parce que pour représenter tous les produits achetables. Et enfin, pourquoi pas envisager donc la possibilité d'importer le maximum de traitements sur le smartphone. Parce qu'aujourd'hui, on a des smartphones qui sont de plus en plus puissants, et on arrive à faire des réseaux deep learning de plus en plus petits. Donc pourquoi pas importer un réseau deep sur le smartphone. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Des questions? Regardez. Une question. Alors, je ne suis pas du tout expert dans ce que vous avez présenté, mais en voyant votre exposé, je me pose la question de savoir pourquoi des applications existantes sur la reconnaissance de caractères, parce qu'il y en a plein, et la reconnaissance d'images en général, ne peuvent pas être appliquées. Typiquement, il y a des applications qui permettent, à partir d'un passeport, de reconnaître le pays d'origine de la personne, localiser ses traits de visage, etc. Et je ne vois pas en quoi ces techniques, encore une fois, je ne le connais pas, mais les applications existent, elles ne pourraient pas être appliquées pour votre problématique. Du coup, je sais que pour l'état de l'art, on a fait beaucoup de tests de logiciels d'OCR, aussi bien gratuits que payants. Et c'est vrai que le résultat n'était pas du tout satisfaisant. On avait beaucoup d'erreurs. Et dans ce cas précis, en fait, on a besoin d'être très précis pour pouvoir identifier donc, les produits achetés vraiment sans ambiguïté. Et du coup, voilà. Je complète juste la réponse. Effectivement, tu as raison. Quand on a un ticket de bonne qualité pris dans de bonnes conditions, le problème est très simple. Mais on n'est pas toujours dans cette situation-là. Et finalement, c'est le fait que l'impression du ticket, parfois, un contraste est faible, la luminosité dans laquelle l'utilisateur va prendre la photo du ticket n'est pas bonne. Voilà, c'est ces éléments-là qui rendent le problème difficile. Mais le problème en lui-même, c'est vrai qu'il n'est pas difficile. Il y avait KV avant et puis après Charles. Moi, quand je fais le parallèle entre les deux présentations, c'est assez intéressant de voir que tu ne parles pas de fusion,
même si tu fais vraiment cette fusion, tu ne contrôles pas les paramètres, tu fais 3 réseaux de neurones qui fonctionnent finalement. Et dans la présentation précédente, on fait de la fusion, on parle de la fusion, on s'intéresse seulement à la fusion, on ne s'intéresse pas du tout au réseau qui fait l'apprentissage, on dit qu'on fait des forêts aléatoires et on a vérifié que c'est bon. Oui, mais c'est parce que je pense que ce serait très intéressant au niveau du labo d'arriver à combiner ces différents points de vue parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire en combinant ces choses-là. Charles, du coup, tu veux partir en deep learning pour améliorer la robustesse. Pourquoi pas en traitement d'image sur contraste, enfin, toutes les techniques de traitement d'image qui permettraient d'avoir une très bonne qualité de ton ticket sans partir sur du gros deep learning tout de suite. Ouais. On fait déjà du traitement a priori d'image et après, mais je pense que vraiment les tickets de caisse, on a déjà en fait, l'entreprise a déjà sorti une application qui permet en fait donc aux utilisateurs de prendre en photo leur ticket de caisse. Et c'est vrai que quand on voit dans l'état où sont les tickets de caisse quand on les reçoit, on reçoit l'image. Je pense qu'avec des simples traitements d'image, on n'arriverait pas à corriger en fait tous ces défauts pour avoir une qualité d'image correcte. Pour compléter, oui, il est rare qu'on froisse son passeport dans sa poche. Par contre, les tickets, c'est plus fréquent. Les éléments qu'il y a sur le passeport, c'est plutôt limité. Il y a 100 pays. C'est très structuré. Je pense que la taille du ticket a de l'importance. Et quelle est la taille maximale du ticket que tu peux utiliser pour pouvoir que ton application fonctionne? Parce que la définition du point image a de l'importance. Si tu prends un ticket de caisse, en général, il ne fait pas comme ça. Il ne fait pas 5 cm, il fait plutôt 10 cm. Et là, voilà. 10 ou 20, hein, ça dépend si on fait ses courses une fois par mois. Ou... Non, c'est vrai qu'on n'a pas testé, enfin je ne pourrais pas donner une taille maximale, on n'a pas testé vraiment les limites de tickets, mais du coup, déjà aujourd'hui, les téléphones mobiles, ils ont quand même une qualité d'image très, très forte. Donc même en zoomant sur l'image, on pourrait quand même arriver à lire, je pense, les caractères. Et dans le cas où vraiment ce serait un ticket vraiment long, on avait envisagé peut-être de faire l'acquisition sous forme d'une vidéo. Bloc par bloc. D'une vidéo et où on pourrait même utiliser la redondance de l'information pour traiter le ticket. Pour le moment, c'est la largeur du ticket qui conditionne. On essaie de caler la largeur du ticket sur la largeur de. Et la longueur, on peut la traiter. Après, tu fais pas organique. Juste une question pour revenir à la poche, en fait, basée sur le guide. On sait que le guide performant, en fait, un volume très important de données. Dans ton cas, en fait, votre explication de comment tu réfléchis dans le choix de ce que ça peut sachant que le pour les données, oui, du coup, c'est un problème qu'on a actuellement et c'est pour ça qu'on compte déjà un peu sur l'application qu'on a sortie pour avoir un maximum de tickets de caisse. Et on va peut-être, l'entreprise va peut-être faire des partenariats avec des entreprises qui ont déjà l'habitude de travailler sur les tickets de caisse, où ils ont un grand nombre de tickets de caisse à noter, en fait, humainement à noter. Donc on pourra travailler à partir de cette base-là. Pour la sémantique, quel est le type de secteur que tu as utilisé pour justement travailler sur la sémantique? Oui, alors on a utilisé la théorie par exemple des n-grammes pour le calcul de distance pour la correction des OCR. Et ensuite c'est une ontologie, on a défini une ontologie de produits. Comment? Basée sur les ontologies. Oui, c'est ça, exactement.